Alors, j'invite les prochains à se présenter. Depuis longtemps, nous prônons l'idée que l'apprenant doit être actif et engagé dans son apprentissage. Mesdames Mélanie Beaulieu et Céline Boucher, celle qui a gagné son livre tantôt, la chanceuse, conceptrice pédagogique à la formation continue de l'Université de Moncton, nous ferons réfléchir sur l'influence que porte l'expérience vécue de l'utilisateur, sur sa motivation et sur son intérêt envers la formation. Vous avez 30 minutes à votre disposition. Oui. On va laisser 2 minutes le temps qu'il se met à l'écran. C'est un micro. Tu peux essayer. Voir si ça fonctionne. Tu peux les juste le mettre comme ça. C'est bon. Je peux aller. Attends. Bonjour tout le monde. Allô? Okay, bonjour tout le monde. D'abord, merci beaucoup Lise pour la belle présentation. Ça nous fait grandement plaisir d'être ici avec vous, moi et Céline, pour cet événement aujourd'hui et hier aussi. D'abord, on aimerait commencer par remercier nos collègues à la formation continue de l'Université de Moncton pour leur aide apportée pour cette présentation, ainsi que nos collègues au groupe des technologies de l'apprentissage de l'Université de Moncton aussi. Alors, c'est ça. Le titre de notre présentation aujourd'hui, c'est l'expérience utilisateur dans un cours en ligne. Comment on est parvenu à trouver ce titre-là? Eh bien, moi puis Céline, on a travaillé tous les deux un peu dans le milieu scolaire primaire et secondaire avant de faire de la conception pédagogique. Alors, on aime beaucoup le contact avec l'apprenant. Et puis, on se demandait des questions que je vais vous demander aussi aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un apprenant qui suit une formation en ligne abandonne après quelque temps, selon vous? Qu'est-ce qui fait qu'un cours en ligne est apprécié et populaire? Qu'est-ce qui fait qu'on suggère à quelqu'un de suivre une formation plutôt qu'une autre? Et qu'est-ce qui fait qu'un apprenant va conseiller une formation plutôt qu'une autre? C'est vraiment des questions qui nous offrent à l'esprit quand on est dans notre bureau en train de faire notre travail. Puis souvent, on se dit, est-ce que c'est parce que l'apprenant vit une expérience émotionnelle positive? Est-ce que parce qu'il y a moins de contenu, on va droit au but? Ce sont des questions qu'on se pose et qu'on pose aussi à nos apprenants, notre clientèle cible. Nous sommes certaines aussi, ceux qui travaillent dans ce milieu, c'est des questions qui vous effleurent l'esprit également. Il faut penser que les utilisateurs ne cherchent plus seulement l'information, mais ils veulent aussi gagner du temps. C'est des gens qui, soit des professionnels qui travaillent, qui suivent des formations du perfectionnement professionnel, ou des gens qui ont des familles qui retournent aux études, ces choses-là. Je commence d'abord à suggérer une vidéo d'introduction qui va servir d'introduction à notre atelier aujourd'hui. Bonjour, moi c'est Mélanie Beaulieu. Bonjour, mon nom est Céline Boucher. Ayant nous-mêmes suivi plusieurs formations en ligne, on a toutes les deux vécu diverses expériences en tant qu'utilisateurs, ce qui nous a amenés à mieux comprendre l'apprenant. Oui, et travaillant comme conceptrice pédagogique depuis quelques années, on se demande souvent pourquoi certains cours semblent plus motivants que d'autres pour l'utilisateur. Qu'est-ce qui fait que les apprenants peuvent parfois devenir découragés lorsqu'ils suivent un cours en ligne? Mais surtout, comment un cours en ligne parvient à capter l'intérêt et la motivation de l'apprenant? On a réalisé que pour garder l'intérêt de l'apprenant, de l'utilisateur, il est important de rendre son expérience plus simple, plus fluide, tout en développant son sentiment d'appartenance. C'est pourquoi lorsqu'on fait la conception d'un cours, on doit toujours prendre en considération ce que vit la personne qui se trouve devant son écran. Donc, le plus important, c'est que l'apprenant vive une expérience positive afin qu'il puisse rencontrer les objectifs qu'il s'était fixés et qu'il soit heureux face à ses nouveaux apprentissages. On parle de lui procurer une expérience émotionnelle enrichissante.
Mais par quels moyens pouvons-nous arriver à ça? Il y a beaucoup d'éléments de réponse à ta question, Mélanie, et c'est de cela qu'on va parler aujourd'hui. Mais pour parvenir à bien y répondre, pourquoi ne pas le vivre en se mettant entièrement à la place de l'apprenant, de l'utilisateur? Pourquoi pas? Rebonjour. Alors, c'est ça, on a décidé, nous, de faire cette vidéo. Excusez-moi, ça recommence. C'est bon. OK. Alors, c'est ça, on a décidé, nous, de faire cette vidéo, de faire enregistrer cette vidéo un petit peu pour vous donner une idée de ce qu'on aime mettre dans nos cours en ligne pour débuter, déjà pour créer un lien avec, entre le professeur et l'apprenant. Puis, c'est une façon d'entrer, d'agir comme porte d'entrée, je dirais, pour un cours. Et puis, il y a beaucoup de professeurs qui ont des craintes, des fois, de perdre ce lien-là avec l'apprenant. Donc, en commençant de cette façon-là, ça sécurise, je dirais, l'expert. Puis, aussi pour l'apprenant, en moins de 3 minutes, ça va lui permettre rapidement de repérer là, les différents contenus du cours, les objectifs. Parfois, on en parle aussi. Et c'est ça, tant qu'à parler de vidéo, on va commencer avec notre premier sujet relié à l'expérience utilisateur, je dirais, c'est les vidéos éducatives qu'on inclut dans nos cours. Parce que c'est vraiment un moyen qui est toujours apprécié, même si c'est pas de nouvelles technologies. On sait que c'est vraiment un moyen apprécié des apprenants. Même, on en discutait hier, moi et Céline, que pendant les présentations, jusqu'à maintenant, on a remarqué que votre attention était beaucoup plus présente quand c'était des vidéos, en tout cas. Donc, c'est ça. Les vidéos, ça peut être intégré dans le contenu. On peut parler alors de capsules éducatives avec des outils comme Storyline, des tutoriels pour montrer comment fonctionne un logiciel ou peu importe, des vidéos interactives dans lesquelles on peut mettre des questions, des quiz ou des liens YouTube pour enrichir un concept vu, etc. Comme Mélanie disait aussi, quel que soit le type de vidéo, que ce soit la vidéo d'introduction ou la vidéo qu'on intègre à l'intérieur d'un cours, comme les capsules interactives, c'est formidable aussi pour enrichir votre formation. Les gens apprécient ça, même si vous avez des jeunes, je suis certaine, ils recherchent un concept, ils vont sur YouTube, il y a un téléphone. Donc, c'est des on préfère avoir une vidéo que juste de lire de l'information, mais on aime quand même que ça soit bref. C'est une bonne façon d'illustrer aussi ou de présenter un sujet, par exemple. L'apprenant ou l'utilisateur peut manipuler la vidéo, soit l'arrêter, la recommencer, l'écouter plus tard, y revenir. Donc, c'est des choses que ça permet un choix à l'apprenant aussi. Donc, peut-être un matin, je vais regarder la moitié de ma vidéo et je vais y revenir dans l'après-midi ou dépendamment le type de vidéo, parce qu'il y a aussi des vidéos qui, comme par exemple, je pense à H5P, qui est des vidéos interactives, donc tu as des évaluations dans la vidéo. C'est tous des moyens intéressants qu'on a découverts avec les apprenants qu'ils adorent et captent mieux aussi le sujet. C'est un support visuel, donc c'est un support visuel pour les gens qui sont plus visuels comme moi, mais aussi auditifs, en cause que tu as du son. Puis, c'est meilleur pour la mémoire visuelle et auditive. Hier, j'ai entendu dire qu'une image vaut 1000 mots. Donc, imaginez une vidéo. Sur ce, nous vous proposons l'activité suivante. Nous aimerions que vous nommiez un facteur à considérer lors de l'élaboration d'une vidéo, soit d'introduction ou éducative au milieu d'un contenu. Pour ceci, nous vous proposons Flinga, qui est un outil collaboratif. Voici le lien. On n'a pas eu la chance d'imprimer pour les codes QR, donc si votre appareil le prend d'ici, tant mieux pour vous. Sinon, voici le lien en haut. Et juste pour vous spécifier la façon que ça fonctionne dans Flinga, il va y avoir une petite case inscrite message et vous écrivez le mot, l'expression ou votre élément et puis ensuite vous appuyez sur Send. Alors, on vous laisse 2 minutes. 2 minutes pour ça. Vous pouvez répondre en équipe aussi, vous consulter. Pouvez-vous répéter la question? J'étais occupée avec la technologie. Répétez de nouveau la question. Oui. On va rentrer dans les liens, puis je pense que la question va être là. Nommez un facteur à considérer lors de l'élaboration d'une vidéo, soit d'introduction ou une vidéo qu'on peut mettre à l'intérieur d'un contenu d'apprentissage.
Oui, je reviens avec le lien. Puis on pourrait peut-être rentrer tout de suite. On va les laisser rentrer, après ça, on va y aller. C'est écrit dans le flingue, la question. On va l'écrire. Il a du mouvement et des beaux mots, c'est bien. Très intéressant, belles idées. Ah, il y a un message juste en haut, là. En haut à droite, c'est écrit message. Juste en haut. À l'endroit où il est écrit message, vous inscrivez votre mot et ensuite vous faites send. Non? Alors, on va commencer à en lire quelques-uns et par la suite, on va poursuivre par nous aussi des éléments qu'on avait ressortis. Je crois que c'est bien, on peut commencer par en lire quelques-uns. Alors oui, la synthèse, en effet, c'est un bon élément de s'en tenir à l'essentiel. Je pense que c'est ça que vous voulez dire. La qualité du son aussi, exactement. Il faut que ça soit de qualité, sinon on perd l'intérêt aussi. Je vois le rythme. Oui. Le temps, très bien. L'objectif, jamais perdre l'objectif de vue, en effet. Les messages clés. Oui. Le public cible, très important. La voix, le S'adapter rythme. au public cible, je dirais, pardon. Les objectifs, très bien. Direct et clair et précis, tout à fait. On va continuer par faute de temps. Très bien. OK, on est un petit peu pressé par le temps déjà, alors on va poursuivre avec les éléments que nous avions relevés qu'on devrait voir inclus dans une vidéo. D'abord, certains ont parlé du rythme, il y a aussi la durée de la vidéo. On sait que l'attention d'une personne humaine peut varier. Oui, ça peut varier d'une personne à l'autre, mais on ne peut pas rester comme très, très longtemps sans tomber dans la lune ou devenir distrait. Donc, on trouve important que la durée des vidéos soit relativement courte afin de ne pas perdre l'intérêt de nos apprenants, comme je disais. D'après nos recherches, on a fait comme un mélange de lecture, je dirais, puis la moyenne est comme de 1 à 3 minutes si on veut être certain de garder l'intérêt de l'apprenant. Si on a une idée qui est vraiment difficile à réduire, on peut toujours insérer des éléments interactifs à l'intérieur de la vidéo, comme des questions, des quiz, ou des éléments cliquables via Storyline, qu'on peut demander à l'apprenant, disons, de voir la suite de la notion. Juste le fait de faire un petit clic avec sa main, ça fait participer la personne, puis ça fait sortir un petit peu de la lune, je dirais. Il y a le temps et l'enthousiasme aussi que j'ai lu sur l'outil collaboratif. Donc, en effet, c'est comme en présentiel. Si on parle toujours sur le même temps lorsqu'on fait une vidéo, ça peut être un peu monotone et on perd l'intérêt. Moi, je suis une personne qui est facile à perdre l'intérêt lorsque je regarde soit un cours ou je regarde une vidéo. Il faut qu'on me tienne en haleine tout le temps. Donc, c'est certain que il faut aussi parler sur un temps plus rapide, pas trop long, avec enthousiasme. Aussi, on peut être drôle parfois, parler d'un langage comme si c'est une conversation. Si c'est un langage qui est trop aussi compliqué ou complexe, puis l'apprenant passe son temps à aller sur son téléphone pour comprendre certains mots, ce n'est pas aussi plaisant, donc vulgariser par rapport à votre contenu. Ce que je voulais dire aussi, ce qui améliore, excusez-moi, l'attention des apprenants, c'est que si quand on va droit au but, on a plus de chances de capter l'attention de l'apprenant et de lui faire apprendre ou découvrir ce qu'on veut lui faire découvrir ou apprendre finalement. Un prochain élément qui aide beaucoup à mémoriser certains éléments importants, c'est bien sûr de mettre des mots-clés à côté des personnes ou
du contenu, de mettre des plus gros mots, je dirais. C'est ça, donc les mots-clés, ou encore, on peut mettre des symboles qui peuvent représenter un concept qui est plus complexe à comprendre, ou encore des images. Un autre point important, c'est l'élagage. Donc, s'en tenir à l'essentiel, ce qui est un petit peu plus difficile. Lorsqu'on travaille avec des experts de contenu, il est certain qu'on a beaucoup de choses, tout important, on veut tout garder, c'est difficile de s'entretenir à un sujet principal. Donc, comment on fait pour tout découper ce contenu-là? C'est la même chose avec les vidéos qu'avec le contenu d'une formation. C'est qu'est-ce qu'on veut véhiculer comme message? C'est quoi l'important? On est mieux de faire des petites capsules avec un sujet différent que toutes mettre les mêmes sujets d'une même vidéo. Ou trop de sujets d'une même vidéo parce que finalement, on perd le fil de l'attention de la personne. Les apprenants ont aussi besoin de connaître la raison pourquoi ils apprennent quelque chose. Ils ont besoin d'avoir l'objectif et la raison d'être. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu un étudiant ou un élève dire « Pourquoi j'apprends ça? À quoi ça va me servir? » Donc, c'est ce qui est important pour capter l'intérêt, c'est d'aller droit au but. Donc, enlever l'information non essentielle autour du sujet qui est essentiel. Et le dernier élément que nous avons soulevé, ça nous vient d'un professeur Wiseman, qui est un professeur en psychologie, qui a fait des recherches qui ont été largement publiées. Lui, selon une de ses études comparatives, son équipe, j'imagine, ont pu prouver que lorsqu'il y a des dessins animés dans un... Pardon, OK, pardon. Lorsqu'il y a des dessins animés dans une capsule dans une vidéo éducative, pardon, ça augmente beaucoup aussi les chances de mémoriser une personne qui parle, de mémoriser un concept plus que lorsque c'est une personne qui parle, pardon. On parle d'une 15% de plus. Je sais que Céline, tu avais peut-être un exemple pour ça. C'est juste que tu peux avoir, maintenant que tu veux expliquer un concept, si une personne dessine le concept, on va par exemple, je ne sais pas, moi je vais aller avec quelque chose de simple, l'automne, un arbre qui passe ses feuilles. Bon. Là, tu as le printemps, tu as l'arbre qui pousse. Visuellement, tu le vois en train de dessiner l'arbre qui pousse. Là, c'est l'été, là, les feuilles sortent, là, l'automne arrive. Mais c'est tout le concept de dessin, que c'est dessiné, l'apprenant va capter encore 15% plus que si on a une personne qui parle d'une vidéo, puis qu'on voit des mots-clés. Si c'est dessiné visuellement, la personne va encore mieux capter l'information. S'il y a du mouvement. Le mouvement, le voir visuel. Alors, c'est ça, ça complète cette petite première section sur la vidéo éducative. Et maintenant, on va passer à notre volet sur l'expérience utilisateur comme telle. Donc, la deuxième partie sur l'expérience utilisateur dans un cours en ligne, comme que nous l'avons mentionné dans notre vidéo d'introduction, afin de bien comprendre ce que peut vivre un apprenant, comme vous, comme utilisateur, pourquoi ne pas vous le faire vivre maintenant? On vous propose 2 versions de contenu d'apprentissage. C'est certain qu'on aurait aimé avoir une plateforme d'apprentissage en ligne, mais avec les gens qui sont ici aujourd'hui et à la maison, c'était un petit peu plus compliqué d'avoir des noms d'utilisateurs et des mots de passe. Donc, la première version, c'est plus ce qui pourrait rassembler dans une page HTML ou d'un PDF. C'est plus du contenu simple, quelque chose qu'on pourrait télécharger dans un cours, par exemple. La deuxième version, on l'a mis sur une page web. On a fait une animation interactive aussi avec du contenu qui était dans la première version. On aimerait que vous preniez le temps d'aller voir les 2 versions. Pas besoin de tout lire, prenez juste lire en diagonale, allez expérimenter la deuxième version. Et on vous revient par la suite avec une autre question à répondre d'un outil de collaboration. C'était quoi? On vous laisse comme 7 minutes parce que 7 minutes. Vous pouvez prendre le temps de bien cliquer les éléments là, dans la version 2. Puis aussi, juste mentionner que le contenu qui se trouve dans les 2 versions, c'est du contenu qui est en lien avec l'expérience utilisateur. C'est certain qu'on avait 35 minutes, donc il fallait aussi rapetisser notre contenu qu'on allait vous jaser aujourd'hui. Donc, c'est quand même du contenu que vous pourrez regarder avec vous et le lire si vous voulez plus tard. Est-ce que le code QR fonctionnait? Juste une question. Oui? OK, parfait.
Oui. Peut-être pas souriante. Il faut se vider la madeleine. On switch sur les madeleines tout de suite. C'est moi là. Oui, c'est le corps. Je vais poursuivre. Puis on... Yes, sir. C'est mon avion. Elle va nous dire merci. On peut y aller. OK, ben on va reprendre. Alors, merci d'avoir consulté ces deux versions, d'avoir participé à l'exercice. Maintenant, on vous partage à nouveau un outil collaboratif et on aimerait, dans ces Padlet là, oui, on aimerait que vous nous partagiez ou que vous partagiez un élément, peu importe lequel, que vous avez apprécié dans l'une ou l'autre des versions. Les deux versions peuvent autant parvenir à un type d'apprenant qu'un autre. Puis c'est ça, on vous revient dans 3 minutes pour partager les réponses.
J'aime beaucoup vos réponses. Visuellement attirant, accessibilité, j'imagine qu'on parle de la deuxième version ici. Image, convivialité, dynamisme entre les éléments, visuel épuré, design visuel, le parcours. Donc, la plupart des commentaires ici rejoignent, je crois, la deuxième version. Il reste que la première version peut être appréciée également des apprenants. Il y a des gens qui vont préférer juste pouvoir imprimer un PDF, avoir les feuilles avec eux, écrire, c'est correct aussi. La deuxième version, c'est une version que on a bâti... On a trouvé une page web, on a bâti un scénario image, donc un plan avec pour faire un storyline, une animation interactive, où ici on rejoint plus au niveau de l'accessibilité, donc avec le son, les couleurs, c'est cliquable. Il y a aussi une transcription qu'on peut avoir accès, je vais vous démontrer ici à l'instant. Donc, si je reviens à la première version, donc sur l'expérience utilisateur, et là, j'ai entendu dire ce matin que non, c'est vrai, on ne met pas des images juste pour mettre des images, on n'anime pas juste pour animer. C'est à un moment donné aussi, il y a une question de budget, est-ce que c'est nécessaire? Pas toujours. Ici, dans ce cas-ci, on a seulement pris cette partie sur comment enrichir l'expérience utilisateur d'une formation en ligne. Je vais me concentrer un peu sur le storyline qui était l'animation interactive qui était à la fin de la page web. Donc, tout ce contenu ici, aller jusqu'en bas, a été mis dans une animation. Donc, ça arrive qu'il y a des apprenants qui me disent OK, moi, je conduis 2-3 heures par jour, donc je n'ai pas nécessairement le temps de lire, mais je vais peser sur le bouton « Jouer » et je vais écouter ce qui se passe dans l'animation interactive. Donc, mon contenu, je l'absorbe quand même sans nécessairement le voir. Il y en a d'autres qui vont me dire « Je vais préférer cliquer sur un lien puis imprimer le contenu ». Il y en a d'autres qui vont vraiment aimer s'amuser avec ceci. Il y avait des évaluations. Je vais vous montrer la partie storyline. Là. Merci pour la souris. Je pense que j'ai ceci. Donc, si je descends et que je vais voir l'animation, puis que je peux afficher plein écran, j'ai un bouton ici pour le son. Donc, mes boutons envoi, c'est instinctif. Je sais où je dois cliquer. Si je clique sur un bouton, c'est primordial de débuter la conception d'une formation en ligne par une bonne analyse. J'ai une narration avec une barre de progression. Non seulement d'identifier les besoins quant à la formation comme telle, mais aussi de mieux comprendre la clientèle cible de la future formation. Je peux aussi afficher une transcription de ce qui est dit en cliquant sur le bouton ici, là. C'est parce que je ne l'ai pas affiché sur l'écran, si je mets suivant. Donc, si je mets suivant aussi, juste des petites évaluations formatives durant une animation interactive comme ça, les gens aiment avoir des rétroactions et ils aiment savoir où est-ce qu'ils s'en vont, est-ce qu'ils font bien, qu'est-ce que je dois apprendre, est-ce que je m'enligne dans la bonne direction, sans nécessairement toujours avoir contact avec le professeur. Vous pourrez l'explorer, cette animation-là, là, c'est vraiment en lien avec l'expérience utilisateur. Je vais continuer par faute de temps. Donc, bonjour à nouveau. Donc, un peu comme Céline dit, il est bien de donner des choix dans nos formations pour améliorer l'expérience utilisateur. Donc, on parle ici de la narration, écouter, le visuel, etc. Une autre chose aussi pour améliorer l'expérience de l'apprenant, c'est bien sûr d'essayer de lui créer un sentiment d'appartenance. Il y a différents moyens. Un qu'on voit de plus en plus, je pense que Sophie en parlait ce matin, c'est de créer un avatar pour l'apprenant. C'est non seulement l'étudiant va se sentir, ou l'apprenant se sentira impliqué dans son cours, mais il aura l'impression vraiment d'y participer à chaque étape. Aussi, c'est toujours important
d'accorder de l'importance à l'interaction durant le cours avec les apprenants. Ça peut être de créer des forums d'apprentissage, ça peut être des discussions durant des séances virtuelles, ça peut être d'utiliser des outils collaboratifs comme on fait avec vous aujourd'hui, participer aux réseaux sociaux, leur permettre aux étudiants d'échanger des expériences, des histoires. Et puis, finalement, de valoriser l'enseignement par les pairs aussi, qui est de plus en plus populaire dans l'apprentissage en ligne. Alors, c'est tout le temps qu'on a. On a quand même une petite conclusion. J'aimerais juste rajouter quelque chose sur l'accessibilité. Mélanie, si tu me permets, il n'y a pas de problème. Au niveau de l'accessibilité, c'est un point qui est encore de plus en plus important. Lorsqu'on fait la conception d'un cours en ligne, il faut vraiment toujours penser à ceci. Les gens qui sont à mobilité réduite, c'est certain que c'est avantageux pour eux d'avoir l'ordinateur chez eux à la maison. On pense à des gens qui ont une perte visuelle ou auditive aussi également. Donc, lorsqu'on fait la conception d'un cours en ligne, c'est pour ça la narration, mettre des sons, mettre des sous-titres dans vos vidéos ou dans vos capsules interactives. C'est des choses parce qu'un cours à Internet, comme un cours qui est en présentiel, c'est un peu différent. On essaie un peu d'essayer de rejoindre le petit côté humain. Puis, c'est un petit défi qu'on a dans la vie de tous les jours, dans notre travail, mais c'est quelque chose à ne pas oublier. Et puis, c'est ça. Donc, je répète un peu, comme Céline disait, de toujours placer l'humain au centre de notre création. Et puis, je pense que vous serez d'accord avec nous pour dire que le domaine de la conception pédagogique et de la formation à distance en ligne est toujours en innovation. Donc, afin de permettre à nos apprenants de vivre une expérience positive, c'est primordial pour nous de toujours se tenir à jour. J'imagine que tout le monde fait de même ici. Puis, c'est ça, c'est de trouver toujours des nouveaux outils pour améliorer la qualité des cours et les rendre plus attractifs, plus conviviaux. J'aimerais juste dire une dernière petite chose pour les cours en ligne. On réalise de plus en plus que la conception pédagogique adopte une approche de formation non focalisée sur les méthodes d'enseignement, mais plutôt sur les méthodes d'apprentissage. Donc, comment la façon dont les étudiants apprennent. Parce que finalement, en bout de ligne, ils apprennent complètement en ligne. De temps en temps, il y a une séance virtuelle avec le professeur pour faire un retour sur l'apprentissage. Donc, c'est vraiment se concentrer sur la façon dont l'apprenant va apprendre dans son cours. Très bon point, Céline. Merci. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup. Alors, Denis, est-ce qu'on a des questions des gens du web? Bon, quand j'y demande, il n'y en a pas, puis quand j'y demande pas, il y en a. Est-ce qu'il y a des questions ici dans la salle? Mon Dieu, mais c'est tranquille. Oui, on a une question. Madame Vallet. Je vous félicite pour cette synthèse-là, puis de ramener la FAD à la chose la plus importante, c'est l'apprenant qui apprend. Puis comme je suis certaine, ceux qui sont conseillers pédagogiques ici, c'est un grand défi quand on rencontre un expert de contenu qui est très passionné par ce qu'il veut enseigner, de le faire décrocher de ce qu'il va enseigner pour raccrocher sur ce que l'étudiant doit apprendre et l'apporter à l'expérience d'apprentissage, parce que des fois, ils donnent une très grande valeur à ce qu'ils vont enseigner et sous-évalue l'importance de l'expérience d'apprentissage. Merci. Bravo. Merci. En effet, bravo les filles, c'était très bien. Merci beaucoup.